BDO. On avait créé un endroit où il y avait une vraie culture d'entreprise, où les gens avaient envie de travailler. Tu vois, le fait d'avoir un chef, je crois que c'est pas ça, moi, qui me drive dans le fait d'être entrepreneuse. Je pense que c'est ça ce que je trouve le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est comment tu acceptes le doute. On s'est posé énormément de questions sur comment tu trouves le bon curseur entre bienveillance et performance. Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coulisses de CEO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laura Bollier, entrepreneur et CEO de Climate Dividend. Après une première aventure entrepreneuriale dans la e-santé avec Cobus, qu'elle a cofondé, développé et cédé à Cegedim Santé, Laura s'attelle désormais à un défi qui nous concerne tous, donner une valeur claire et partagée à l'impact positif des entreprises sur le climat. Avec Climate Dividend, elle porte une vision ambitieuse, faire en sorte que chaque tonne de CO2 évitée ou séquestrée devienne un signe tangible de performance et de responsabilité, et redonner ainsi aux dirigeants et aux investisseurs un outil pour orienter leurs choix dans le bon sens. Nous allons parler de leadership engagé, de la capacité à changer de trajectoire pour servir une cause plus grande que soi, et de cette conviction qu'il est possible de bâtir une économie où la réussite ne se mesure aussi par l'impact sur la planète. Je suis très heureux de la recevoir. Salut Laura. Salut. Ce que je te propose, c'est de commencer par les origines. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, dans quel environnement tu as grandi ? Bah écoute, moi j'ai grandi en région parisienne, donc je suis une vraie Marseillaise d'adoption. En banlieue parisienne, dans une famille... Des entrepreneurs déjà ? Eh ben pas du tout. Non, ma mère est médecin et mon père est consultant. Je dirais vraiment pas que je viens d'une famille d'entrepreneurs. En revanche, je viens d'une famille où le côté intérêt général, politique au sens très large de la politique a toujours été hyper important, et donc on a toujours beaucoup débattu de pourquoi on travaille et dans quel sens, etc. quoi. La question du sens, c'était déjà quelque chose quand tu étais depuis jeune, que je suis enfant, toute petite. Parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais... Ouais, moi je voulais, depuis que je suis toute petite, je pense que j'avais des grands rêves de grandeur. Je rêvais d'être Mandela quand j'étais petite. Donc non, toujours vraiment voulu essayer d'avoir un impact sur les choses et sur le monde. Quand j'étais petite, c'était surtout un impact social, une dimension beaucoup plus humaine. Ensuite, avec mes études en école de commerce, j'ai vu plus le côté économique, macro, systémique, et qui m'a aussi amené vers des choses qui étaient peut-être moins humains au sens très très micro, mais plus une approche macro. Et là, le climat est aussi rentré là et a percuté assez fort on va dire, cette dimension systémique des choses. Tu avais déjà une conscience environnementale où tu as eu un déclic à un moment donné ? Ouais, moi, j'ai pas eu un déclic. J'aimerais bien, je trouve que ça fait c'est plus stylé à raconter, mais ça s'est fait progressivement, je pense. J'avais notamment une très bonne amie en école qui, elle, a été assez tôt végétarienne, assez tôt, j'arrête de prendre l'avion, enfin beaucoup plus tôt que nous, je pense, cette prise de conscience, et qui nous a beaucoup sensibilisés en fait, par son exemple en fait, tout simplement. Et donc ça s'est fait progressivement, et bon, je pense qu'on en reparlera, mais dans ma première aventure entrepreneuriale qui était pour moi quand même déjà orientée sens, parce que la santé c'est quand même pas complètement déconnant, mais la e-santé c'est pas non plus effectivement Mère Teresa. Au bout d'un moment, c'est un truc qui est arrivé je commence à avoir trop d'engagement perso sur ces sujets, climat, etc., qui se retranscrivent pas dans mon travail. Or, quand tu es entrepreneur, tu travailles quand même pas mal, et d'avoir ce besoin d'alignement qui s'est fait de plus en plus fort. Donc, je dirais que c'est vraiment un truc progressif qui est monté en puissance, quoi. Tu as un parcours d'entrepreneur, tu as fondé une première société avec un certain succès. Tu peux nous parler de la genèse de ce projet, donc qu'est-ce qui t'amène dans la tech, plus particulièrement dans la e-santé. Voilà, est-ce que tu peux nous raconter le début de cette aventure et carrément. ce passage de ta vie ? Du coup, moi, j'ai fait ma dernière année d'école de commerce, c'était un master en entrepreneuriat. Donc, en gros, pendant toute l'année, on t'entraîne à inventer des business un peu comme ça. Et donc, du coup, moi, je réfléchissais à des idées de business. T'en avais pas à ce moment-là. J'en avais pas à ce moment-là. Moi, je m'étais plutôt dit que je ferais... C'est HEC Entrepreneur. Ouais, c'est ça. Tu n'y es pas allé déjà avec une idée de business ? Non, j'y suis allée en me disant qu'un jour, je voudrais peut-être être entrepreneuse. Mais je me disais que je ferais de l'impact investing, moi, en sortant.
j'avais une idée quand même relativement floue de ce que c'était, et à l'époque plutôt, à nouveau, impact investing, pendant ma césure, j'ai passé beaucoup de temps à l'étranger, 6 mois en Afrique du Sud, 6 mois en Amérique latine, etc. Donc une dimension, je pense, plus presque aide au développement, tu vois, de l'impact investing que comme on peut l'avoir aujourd'hui dans des trucs climatiques. Donc je m'étais dit plutôt ça, et puis donc pendant l'année, on te fait faire des cas d'usage pour t'entraîner. Et j'avais une très bonne amie qui est devenue du coup mon associée, qui était ma copine de sport. On faisait vraiment tous nos sports. Moi, je faisais du volley, du rugby à HEC. Et donc on avait un peu envie de pouvoir bosser ensemble. Donc on réfléchissait à des idées. Et donc le seul truc qu'on avait, pas le seul truc, mais un des gros trucs qu'on avait en commun toutes les deux, c'était le sport. Et donc via le sport, notamment le fait d'aller très souvent chez le kiné, parce qu'on se blessait souvent. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser à ce sujet un peu par hasard. Parce que sur le sport pur, c'était assez vite des choses très B2C qui pouvaient nous sembler un peu futiles. Et comme on avait quand même toutes les deux déjà cette volonté de faire un truc qui servait à quelque chose, le sport a assez vite dérivé vers la santé. On est rentré, on s'est mis à parler à des kinés qui nous ont un peu... on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu de réussir à digitaliser le bilan que tu fais chez un kiné. Je ne sais pas si tu es déjà allé voir un kiné, mais du coup, il analyse quand même ce que tu as, parce que souvent, tu arrives chez le kiné avec une ordonnance mal au dos, quoi. Bon, mal au dos, c'est pas un diagnostic, en fait. Donc, il a besoin de réanalyser ce que tu as, puis ensuite de proposer une prise en charge adaptée, de suivre tes exos, etc. Et en fait, tout ça, ça se fait sur papier ou dans leur tête encore beaucoup. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait ça, et vraiment, de fil en aiguille, on s'est retrouvé sur un truc quand même assez précis. Ce sont les bilans diagnostiques kiné, la suivi des exercices, la posologie. Et on a fait ça pendant les 6 mois de fin d'année d'HEC. Et donc là, qui était un soft, en fait, un logiciel. Un logiciel, vraiment, un logiciel, entre un logiciel et une app, pour vraiment leur permettre d'avoir à la fois un aspect beaucoup plus... très logiciel, le faire plus vite, mieux, plus simplement, mais aussi un gros aspect très technique, au sens médical, enfin paramédical en l'occurrence, d'avoir accès à des meilleurs... c'est quoi les bons tests, qu'est-ce que la recherche dit, quels sont les exos qui peuvent être recommandés, etc. Et du coup, on a commencé à faire ça un peu pendant nos études. Et à la fin de nos études, il y avait un peu la question de, en fait, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc ? Il y a quand même vraiment de l'intérêt. Vraiment, on avait fait des hackathons, etc. On avait remporté des prix. Enfin bon, voilà, on sentait qu'il y avait un petit engouement quand même sur le sujet. Et là, je me suis posé la première question par rapport au sens où j'étais là, là, j'ai un projet qui semble intéressant, qui n'est pas déconnant en sens. Je suis associée avec quelqu'un avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Mais ce n'est pas le projet peut-être de ma vie, parce que... c'est pas l'éducation qui, moi, est un sujet qui m'intéresse depuis que je suis gamine, ou même l'environnement qui commençait déjà à prendre de la place. Qu'est-ce que je fais ? Et je me souviens d'avoir parlé à un de mes profs, et on avait fait la métaphore du surfeur. J'avais l'impression d'être une surfeuse. Alors, je suis vraiment pas une surfeuse, et je suis très, très mauvaise en surf, par ailleurs. Mais donc, c'est une très mauvaise métaphore. Mais tu vois, quand tu es en surf, t'attends la vague. Mais donc, tu peux toujours attendre la meilleure vague pour venir la surfer. Le problème, c'est que si tu fais ça, il y a quand même aussi des chances que je ne surfe jamais, quoi. Et donc là, je me suis dit, là, tu es quand même en forme sur une vague, enfin sur ta planche, il y a une surf qui est... Dis donc, j'y arrive pas, il y a une vague qui est pas mal. Prends-la et on verra bien la prochaine s'il y en a une autre, mais au moins, tu auras fait ça. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans ce projet. Au départ, franchement, un peu par hasard, en se disant, on va voir, quoi. Et puis finalement, on a quand même fait ça pendant 5 ans, et on a fait toute l'aventure entrepreneuriale un peu classique, quoi. C'est intéressant, parce qu'en fait, ça s'est joué de peu, potentiellement, alors que tu avais une solution qui fonctionnait. Et tu t'es quand même posé la question, c'était pas naturel de se dire, tu avais commencé, donc effectivement, on va le pousser au bout. Parce que je pense que pour moi, la dimension de... Je suis quelqu'un, je pense, d'assez entier, donc quand je fais quelque chose, je savais que j'allais m'y mettre à fond, et donc il y avait un peu ce truc de à quoi est-ce que tu dédies ton énergie, ton intellect, pas en vain, quoi. Et je regrette pas du tout, c'est pas du tout en vain, mais c'était un vrai choix conscientisé, quoi. Ouais. À quel moment tu t'es dit que l'histoire était terminée, que ça y est, t'étais arrivé au bout de la vague et qu'il fallait commencer à regarder la prochaine ? Il fallait aller recycler la planche. Disons que c'est plusieurs choses en même temps. On était arrivé à un moment où, en gros, on avait développé une nouvelle version du logiciel assez vraiment... pas juste une V3, mais un peu, je sais pas, vraiment, qui allait quand même pas mal changer la donne. Et donc, il fallait repartir dans un vrai cycle, quoi. On relevait des fonds, on se relançait vraiment dans une grosse aventure, etc.
Et donc, il y avait la question de est-ce que je veux continuer, mais est-ce que je rempile pour 4-5 ans, quoi. On en avait fait 4-5. Plus, il y avait ce que je te disais au début, je commençais à m'interroger sur moi, personnellement, l'alignement. Et puis, pour des raisons perso... à l'époque, mon conjoint était aux US, donc il y avait aussi des questions personnelles. Donc, il y a plein de choses qui sont rentrées, qui faisaient que la question, à titre perso, commençait à se poser. Et il se trouve qu'ensuite, comme souvent, c'est des opportunités qui sont arrivées. On avait à ce moment-là pas mal de discussions avec des gros logiciels médicaux pour des partenariats plutôt commerciaux ou opérationnels, Doctolib, CGDIM Santé, qui n'est pas très connu du grand public, mais qui est quand même un énorme mastodonte en logiciels médicaux et d'autres. Et en fait... les discussions opérationnelles ont ouvert cette porte à mais en fait est-ce qu'on irait plus loin, est-ce que ça pourrait être un peu un rachat finalement. Et là je me suis dit il y a un alignement de planètes en fait, il y a une opportunité pour faire un sens. Il y avait quand même une concentration qui a commencé à arriver dans le secteur de la e-santé, et je me suis dit en fait si j'aligne peut-être moi je me le sens pas là le cas de remettre une pièce dans la machine pour 5 ans et pour autant d'un point de vue tu vois, histoire business et ce qu'on pouvait permettre à nos clients et nos utilisateurs, ça fait sens. Go quoi. Et puis il se trouve qu'après ça s'est assez bien déroulé et donc on a pu vendre et en 6 mois c'était fait. Tu avais déjà une idée de l'après au moment où tu as vendu ou Non. Enfin, non. J'avais une idée que je savais que je resterais pas très longtemps dans un grand groupe parce qu'honnêtement, je sais que je tiens pas. J'ai vu d'ailleurs en préparant l'épisode que ça a été assez bref. Typiquement, moi, je me suis retrouvée dans la direction commerciale sous un chef qui était directeur commercial que j'ai trouvé très smart sur la manière dont il a géré la relation avec moi. Parce que pas du tout en mode bossy salarié, un peu... qui, pour le coup, je pense, j'aurais pas réussi. On a fait 3 mois. Voilà. En revanche, donc, tu vois, le fait d'avoir un chef, c'est pas un truc où je me dis « Oh, plus jamais, c'est impossible ». Je crois que c'est pas ça, moi, qui me drive dans le fait d'être entrepreneuse. C'est pas d'avoir personne à qui rendre des comptes ou qui peut me donner des conseils ou machin. En revanche, la dimension politique... j'ai pas très bien vécu. Et ça, je crois que je suis pas trop... Tu vois, il faut le faire parce que c'est comme ça, parce que c'est politique, parce que c'est décidé à je sais pas combien de curseurs au-dessus. Et qu'en fait, on sait tous sur le terrain potentiellement que ça n'a pas de sens, la décision qui est en train d'être prise, mais pour des raisons autres, on le fait. Ça, j'y arrive pas. Donc ça, je pense que j'aurais du mal. Qu'est-ce que tu retires de cette expérience ? J'ai quand même toujours ce truc de quel est le sens de pourquoi on le fait, etc. Et donc avec Cobus, je m'étais pas mal posé cette question. Est-ce que la e-santé, est-ce que ça fait suffisamment sens par rapport à moi ? Après, chacun trouve aussi le sens qu'il veut, évidemment. Et en fait, un truc que j'avais pas du tout vu, mais qui en fait a donné énormément de sens à cette aventure, c'est aussi l'équipe et le fait de créer un endroit où il fait bon travailler. Tu vois. Moi, c'est vraiment, je pense, ma plus grosse fierté de ma première aventure entrepreneuriale, c'est que j'ai l'impression, il faudra vérifier avec mes anciens salariés, mais a priori, tu vois, on est toujours en contact et c'est beaucoup des choses qui nous ont remonté. On avait créé un endroit où il y avait une vraie culture d'entreprise, où les gens avaient envie de travailler. Ça ne veut pas dire que ça se passait toujours bien, ça ne veut pas dire que je suis une boss parfaite, évidemment. Mais tu vois, on s'est posé énormément de questions sur comment tu trouves le bon curseur entre bienveillance et performance. Ça n'a pas toujours été facile. Parfois, moi, je me souviens d'un moment où nous, on avait l'impression avec mes associés que, en gros, nos salariés ne travaillaient pas assez, quoi. Et eux, ils avaient l'impression d'être taqués. Je me suis dit, putain, il y a un vrai problème de lecture, là. Enfin, comment on fait pour réconcilier ça, quoi ? Et on en a parlé, on a trouvé des... Enfin, voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'avais, je pense, pas assez valorisé et qui, en fait... dans des moments de down, quand c'est tes salariés qui te disent mais non, mais vas-y, on y croit, nous, c'est bien. Enfin, en fait, c'est chouette, mais non, attention, là, Laura, t'es stressée, donc t'es pas assez bienveillante, alors qu'on sait que tu l'es. Enfin, tu vois, ça n'a pas de prix, en fait. Et peu importe ce que tu fais, alors peut-être pas n'importe quoi, mais ça, j'ai trouvé ça super cool et je le revois aujourd'hui dans l'aventure. Et donc ça, c'est vraiment un truc que je dirais... Enfin, moi, mon rec, c'est de me dire... ce que tu fais, c'est important, mais comment tu le fais, c'est encore plus important. Surtout en entrepreneuriat où c'est des courses de demi-fond ou du marathon. On ne parle pas de sprint, enfin, c'est jamais des sprints. Et donc, tu as besoin de trouver aussi du bonheur au quotidien parce que sinon, c'est l'enfer, quoi. Tu as eu des moments très difficiles dans cette période ? Ouais, et je pense que ça rejoint un peu un autre direct, c'est que moi, je pense que j'ai trop travaillé au début. Vraiment. Je prenais pas de vacances, j'ai vraiment trop bossé. Et en fait, c'est un marathon. Enfin, moi, je pense vraiment que c'est des marathons, c'est sport d'entrepreneuriat. Et du coup, il faut ménager sa monture, quoi. Enfin, c'est extrêmement bateau. Et donc, je pense qu'il y a des moments où j'étais vraiment
Ouais, j'étais un peu sur la corde. Et en fait, ça tient si tout va bien en perso à côté. Si ta vie familiale, amicale, amoureuse, sportive, enfin, quelles que soient tes passions, tiennent. Mais s'il y en a un autre qui se casse la gueule et que là, t'es trop à risque, quoi. Et donc, en fait, aujourd'hui, tu vois, je bosse toujours beaucoup, mais je bosse moins. Et c'est une volonté aussi... Mais un enseignement de cette... Ouais, de vraiment un vrai enseignement. Parce qu'en fait, faut tenir, en fait. Et... Puis en fait, quand tu es entrepreneur, tu es en permanence en train de vendre ce que tu fais. Enfin, tu es ton premier commercial, même si tu es CTO ou je sais pas quoi. Et en fait, quand tu es fatigué, si toi, tu crois plus, en fait, personne ne va y croire pour toi ou avec toi. C'est un cercle vicieux qui se met. Exactement. Ouais. Ou un cercle vertueux quand tu arrives. Voilà, exactement. Donc ça, je pense que ça a été un peu un moment dur. Je pense à un autre moment, et bon, tu vas me dire, je te parle que des trucs d'être humain, mais je me souviens d'une fois, un entretien avec une salariée où... En fait, je suis ressortie, j'ai eu l'impression d'être un monstre. Alors que vraiment, j'ai pas l'impression d'être un monstre en temps normal, mais parce que elle s'est mise à pleurer, c'était trop dur. Enfin, et en fait, waouh, ça a été très 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 difficile. Énorme remise en question de mais en fait, est-ce que je suis une connasse de patronne en fait. Enfin, et c'est vraiment pas ce que j'ai envie d'être, tu vois. Et après, on a énormément pu retravailler le sujet, on en a reparlé, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi surtout beaucoup de quiproquos. Elle venait aussi de milieu plus classique, tu vois, de hiérarchie. Et moi, c'est pas ça trop la manière de fonctionner. Mais donc, du coup, ça a généré plein de frustrations et d'attentes dans les EK. Enfin, ça, c'est très bien. On a très bien résolu le truc. Mais alors, sur le moment, tu sors de ça et tu te dis, bon, en fait, voilà, ça peut pas être un patron et être sympa, quoi. C'est pas possible. Et ça, moi, c'était terrible. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui doute? Est-ce que tu es quelqu'un qui se remet en question? Et chez qui tu vas, enfin, non, mais c'est une super question. Et moi, je pense que c'est ça ce que je trouve le plus dur dans l'entrepreneuriat, c'est comment tu acceptes le doute, parce qu'en fait, tout le monde doute. Enfin, je sais pas, je connais personne qui doute, et sinon c'est peut-être inquiétant d'ailleurs, c'est peut-être un autre problème. Mais comment tu le gères, en externe, en interne, etc. Donc, enfin, ça, je pense que c'est un vrai truc sur lequel il n'y a pas de réponse miracle. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ma première expérience, c'est j'avais 3 associés. Donc, ça te permet d'avoir un SaaS où tu peux douter devant eux et pas forcément dans tes salariés, devant tes investisseurs, etc. Là, aujourd'hui, c'est moins le cas, puisque je suis plus toute seule. Même si je ne suis pas toute seule du tout. Et du coup, je le fais un peu différemment. Aujourd'hui, on en reparlera, mais moi, mon conseil d'administration, j'ai beaucoup moins, on va dire, une poker face investisseur que ce que j'avais quand j'étais en invest. Donc, moi, il y a plusieurs trucs où je vais leur dire, là, les gars, là, il va falloir m'aider parce qu'en fait, là, ça va pas, quoi. Et où vous êtes gentils, vous croyez au projet, mais si je fais tout toute seule, ça va pas le faire. Enfin, j'arrive à être beaucoup plus, je pense, un peu plus vulnérable. Dans cet environnement-là que dans l'autre. Et puis, je pense que... Même avec l'équipe, alors nous aujourd'hui là c'est une équipe de 4 personnes, c'est plus petit, Cobus on a été jusqu'à une vingtaine, donc c'est quand même pas les mêmes relations, mais d'accepter aussi, mais c'est toujours tu vois une question de curseur entre pas tant la transparence, parce que nous tu vois typiquement aujourd'hui tout est transparent, tout le monde connaît les salaires, tout le monde peut accéder au budget, enfin il n'y a pas de... Notamment quand tu es une asso, enfin le financement c'est un vrai sujet, tu vois, enfin, bon, une start-up aussi. Mais il y a comment t'en parles de ça. Je trouve que les gens qui bloquent sur la transparence, c'est un faux sujet, parce qu'en fait, c'est vraiment plutôt comment tu transmets l'information, qu'est-ce que t'en fais. Et aujourd'hui, il y a toujours ce curseur entre il faut être le plus transparent possible, donner les infos, et en même temps, c'est ton rôle de pas tout dire. Et donc maintenant, moi, je pose la question, tu vois, les membres de mon équipe, je leur ai demandé... Qu'est-ce que là, vous rejoignez cette aventure vous êtes salarié, mais on est 4, c'est extrêmement entrepreneurial. Moi, je suis pas du tout dans un truc de hiérarchie. Enfin, à 4, de toute façon, c'est ridicule. C'est quoi votre attente? Est-ce que vous avez envie d'être, et vous avez le droit de me le dire parce que vous êtes salarié, je veux être un salarié, et donc moi, je veux quand même, je veux pas trop ce stress, tu vois. Je veux un tampon, je veux, etc. Ou au contraire, non, moi, je viens aussi là parce que je veux y participer, etc. Et donc, il y a une responsabilisation aussi des gens en leur posant vraiment la question, quoi. C'est plus facile à 4 que dans une grosse boîte à 200 personnes, bien sûr. Mais... Ouais, donc une manière, en fait, de soit les impliquer, soit les protéger. Et de leur reposer régulièrement la question aussi, parce qu'en fait, c'est des choses qui changent. Il y a des moments où, parce que à titre perso, t'es au bout de ta vie, en fait, au taf, t'es pas capable de te prendre un tsunami, tu vois. Et il y en a d'autres où, en fait, ça va bien, ou peu importe, où t'as envie. Et là...
Et là, tu veux et tu peux. Et... A changé, tu penses, ta façon de, entre guillemets, de diriger ou d'animer une équipe? Ah bah oui, forcément, je pense. Mais moi, j'ai été aussi hyper influencée par les lectures de... Alors, quand on le dit comme ça fait toujours très marketing, mais tu sais, tout ce qui est entreprise libérée, notamment le bouquin de Frédéric Laloux sur Reinventing Organization. Mais tu vois, quand j'ai lu ce bouquin, alors je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices connaissent, mais c'est un peu tout ce qui est absence de management, ce qui ne veut pas dire sans règles, mise au centre d'une raison d'être, mais pas trop bullshit normalement. Et un gros truc, un des gros aspects là-dessus, c'est aussi... être qui on est au travail, parce que en fait c'est un truc on a tous des masques professionnels assez robustes qui nuit en fait aussi à l'entreprise, parce que du coup les gens osent pas, font pas, etc. Moi, quand j'ai lu ce bouquin, je suis arrivée ensuite avec mes associés et je leur ai dit, les gars, on va devenir une entreprise libérée, tout va devenir transparent. Bon, deux de mes associés qui étaient plus âgés, ils étaient là, oulala, mais pas du tout, enfin, genre d'où tu sors toi? Et en fait, on l'a fait beaucoup plus progressivement, en enlevant le terme d'ailleurs entreprise libérée qui braque les gens, mais en fait... De principe. Voilà, exactement, un peu dogmatique. Et du coup, bon, je l'ai pas mal travaillé ce sujet, etc. Mais tu vois, de le faire plus progressivement, et j'ai l'impression que là, plus j'avance, plus j'ai une vision beaucoup moins... le leader qui est fort, qui sait tout, qui doit, envers et contre tout, tenir la baraque. Moi, j'avais vraiment un truc j'ai, je pense, une tendance très, je veux protéger mes salariés, je bosserai plus qu'eux, blablabla. Un leadership plus inspirationnel qu'un leadership... Ouais, tout en étant collaboratif, mais en tout cas, c'est moi qui prends, quoi. Et je pense que je pars de loin, donc j'ai un peu de travail à faire pour enlever ça, mais que, en fait, j'ai fait évoluer cette posture. Et surtout, je me suis rendu compte qu'il fallait la faire évoluer. Il y a des gens qui ont besoin de ça, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Et donc, en fait, ça ne sert à rien de leur balancer ça. Eux-mêmes sont très inspirants et ont une capacité ou vont être plutôt gênés par quelqu'un qui prendrait trop de cette place. Donc, d'avoir un management beaucoup plus à la carte et beaucoup plus adapté aux gens. Et il n'y a pas trop de... Adapté en fonction des situations. Oui. Venons-en à Climate Dividend. Comment s'est présentée cette opportunité? À quel moment? Et est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu t'es aligné? Donc, on a vendu Cobus. J'ai travaillé 9 mois pour CGDIM. Et puis ensuite, quand ils m'ont vraiment proposé de prendre un poste pour rester vraiment et m'embarquer, je ne le sentais pas. Bon, voilà, pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer. Et donc, à ce moment-là, je suis partie. Et là, j'ai d'abord pris une grosse pause. J'ai pris 9 mois de pause pour récupérer un peu. Voilà. Et puis, pour réfléchir à ce que je voulais faire ensuite. Donc, moi, à l'époque, il y avait quand même l'enjeu que je voulais aller aux États-Unis pour rejoindre mon conjoint de l'époque. Donc, je cherchais plutôt soit des trucs aux US, soit des trucs en télétravail. Et donc, j'ai passé 6 mois, 9 mois à rencontrer des gens qui faisaient des choses. Et je savais que je voulais bosser que dans l'éducation ou l'environnement, parce que je voulais m'aligner, parce que ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'avais arrêté aussi Cobus. Ça a été une période assez incroyable, parce que tu fais que rencontrer des gens passionnants, qui font des trucs où ils sont passionnés, sans avoir rien à demander. Donc, c'est assez incroyable. Et ce qui est ressorti de cette période, c'est qu'en fait, je pense que je me voyais pas du tout dans un taf de salarié. Enfin, j'avais beaucoup de mal. Il y avait très peu de postes où, en fait, j'avais l'impression que j'allais apporter une valeur ajoutée. Je suis pas une bonne directrice marketing, commerciale, parce que je suis un peu une grande généraliste. Donc, en fait, dès que la boîte augmente, je me sentais pas forcément d'être en train d'apporter le plus de valeur, tu vois. Et puis que le climat commençait à vraiment être un truc où je me disais, bon, il faut vraiment que j'aille là-dedans, quoi. C'est là où j'ai envie de mettre mon énergie. Et puis, un peu par hasard, je vois un truc de Team for the Planet qui cherche un truc de CEO de Climate Dividend en full remote. Je lis le truc, je comprends honnêtement pas très bien ce que ça veut dire. Hein. Et je pense qu'à l'époque, ils comprenaient, mais pas si bien que ça eux-mêmes. Mais je me dis, bon, écoute, c'est un truc entrepreneurial, c'est du climat, ça a l'air extrêmement systémique comme enjeu. Et ça, c'était aussi un des sujets sur lequel je me suis pas mal interrogée, de où est-ce que ça veut avoir un impact, ça peut vouloir dire plein de choses. Est-ce que tu veux faire un truc petit, très pur, parfait, ce qui est hyper intéressant. Je sais pas, tu fais une épicerie solidaire en insertion locale. Là, c'est vraiment, tu coches toutes les cases, c'est génial. Mais c'est à petite échelle, ou est-ce que tu préfères faire de la RSE chez Total? Tu fais vraiment des pouillèmes qui bougent, mais peut-être énormes parce que t'es chez Total. L'impact peut être décuplé. Voilà. Et donc, moi, je m'étais rendu compte que je voulais... Et puis, est-ce que tu veux être sur l'adaptation ou plutôt l'anticipation des causes, etc. Et je m'étais rendu compte que j'avais quand même envie de faire des choses plutôt un peu systémiques. Alors, la RSE chez Total, non, mais un truc plutôt systémique et plutôt en amont des causes, quoi. Et donc, en fait, ça cochait pas mal de cases.
Et donc, c'est comme ça que... Tu connaissais déjà Arthur Aubeuf Je connaissais pas du tout Arthur. Je connaissais Team for the Planet un peu parce que dans les fondatrices de Team, il y avait une nana d'HEC, donc je l'avais vu passer. J'avais une vision, honnêtement, assez mitigée sur Team. Je connaissais pas trop. Comme beaucoup de gens, d'ailleurs, pour en avoir rediscuté plein de fois avec eux maintenant, tu vois, je me disais, bon... peut-être presque technosolutionniste, tu vois, j'en savais rien, mais j'étais pas une grande fan. J'ai mis 100 € pour devenir actionnaire avant de passer les entretiens, tu vois, mais globalement, j'étais pas le fan club. Et après, mes discussions avec eux, pour le coup, m'ont fait beaucoup de bien parce que je les ai trouvés extrêmement pragmatiques, je les ai trouvés très, très entrepreneurs, très drivés. Très smart, voilà. Et très humble. Moi, je bosse aussi beaucoup avec Mehdi Colli, qui est donc aussi un des fondateurs. Franchement, je lui ai déjà dit plein de fois, hein, c'est un des gars que je connais avec le moins d'ego. Alors, est-ce que tu peux nous pitcher Climate Dividend, nous expliquer L'idée est à la fois très simple et très compliquée. Le constat, c'est de se dire aujourd'hui, quand tu es une entreprise qui réussit économiquement, tu vas pouvoir à terme distribuer des dividendes financiers à tes actionnaires et rembourser les taux d'intérêt de tes financeurs, par exemple. Pourquoi il n'y a pas la même chose pour une entreprise qui réussit climatiquement ? Pourquoi elle ne peut pas mesurer et valoriser cette réussite climatique et la redistribuer à ses actionnaires ? L'idée du dividende climat, c'est ça, c'est de pouvoir faire ça. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que on a évidemment besoin de plus de sobriété, mais on a aussi besoin d'un certain nombre de solutions climatiques. Des énergies renouvelables, de la mobilité douce, de la circularité, etc. Et on en a besoin à beaucoup plus grande échelle. Et on les connaît, ces solutions, pour une immense partie. Et pourquoi on n'en a pas assez ? Parce qu'on n'a pas assez d'argent qui va pour les financer, pour qu'elles scale, si on reprend un terme très start-up. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, mais ces solutions climatiques, elles apportent, en plus de gagner de l'argent, si elles en gagnent un jour, une valeur parce qu'elles nous aident tous collectivement à se décarboner. Quand tu fais une pompe à chaleur, quand tu fais un vélo électrique ou que sais-je, tu pollues parce qu'il faut le faire. C'est pas une invention d'air, mais tu aides les gens à qui tu le vends à se décarboner parce qu'à la place de la pompe à chaleur, ils auraient utilisé du gaz, voire du charbon dans certains pays. Donc tu évites des tonnes de CO2. Voilà. Mais aujourd'hui, cette valeur climatique, tu vois, ces émissions évitées que tu permets, elles sont retranscrites nulle part. Elles n'ont pas de valeur financière. Tu n'es pas plus valorisé financièrement. Ça. Et même dans les frameworks un peu d'impact, tu es très peu mis en avant là-dessus parce que ce qu'on regarde surtout, c'est combien tu décarbones, combien tu pollues moins. Ce qui est hyper important quand tu es un groupe classique ou même une entreprise qui n'a rien à voir avec le climat. Mais quand tu es une solution climatique, si on regarde que ça, on passe à côté du sujet parce que du coup, vraiment le meilleur moyen de décarboner, c'est quand même de moins faire de pompe à chaleur. Or, aujourd'hui, on a massivement besoin de pompe à chaleur, par exemple. Et donc, l'objectif du dividende climat, c'est de rendre mesurable et valorisable ces émissions évitées, cette contribution climatique positive, et de valoriser les investisseurs et les investissements qu'ils soutiennent. Donc, si je te prends un exemple hyper concret, je sais pas, on bosse avec une entreprise qui s'appelle Axanta, qui fait de la géothermie. Axanta, on va vérifier qu'elle est éligible et ensuite, on va l'aider à mesurer cette contribution climatique positive. Donc, on va regarder combien ça émet de CO2 de faire un puits de géothermie, parce que c'est vraiment polluant pour le coup quand même, dans une logique qu'on appelle d'analyse de cycle de vie, donc de vraiment des matériaux au forage, à la maintenance de l'installation, etc. Et on va dire, ça, ce chiffre est n'importe quoi, mais c'est juste pour que ça soit simple, on pollue 1 tonne de CO2 par kilowattheure de chauffage que la géothermie va permettre de fournir. Et ça, on va comparer ça à qu'est-ce qui se serait passé dans ces bâtiments s'il n'y avait pas ça. Donc, généralement, soit c'est le remplacement de ce qui existait, soit c'est la moyenne marché des autres alternatives pour répondre à ce sujet. Peut-être un peu de géothermie, mais surtout du gaz, parce que c'est surtout ce qu'il y a ça aujourd'hui. Et on va regarder si ce gaz ou si cette moyenne marché, c'est 2 tonnes de CO2 par kilowattheure, on va considérer qu'à chaque fois qu'Axanta permet 1 kilowattheure de chauffage à être produit, il évite 1 tonne de CO2. Et donc, s'ils ont fait, je ne sais pas combien de kilowattheures, ça fait X tonnes de CO2 évitées. Mais tu l'entends bien dans ce que je viens de dire, ce à quoi tu compares, quel est ce qu'on appelle les limites du système que tu regardes, tout ça, ça a énormément d'impact. Et ça peut changer énormément le calcul. Et aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est que tout le monde va choisir des hypothèses différentes. Et elles sont peut-être justifiables, mais du coup, c'est absolument pas comparable, c'est pas standardisé, et du coup, les gens n'en font pas confiance, et donc on n'en fait rien. Et donc nous, notre premier rôle, c'est d'aider à la standardisation de ce calcul, de cette mesure. Et donc pour ça, on a un protocole, des déclinaisons sectorielles avec lesquelles on travaille avec plein d'experts, d'acteurs du secteur,
pour avoir un peu des grandes règles, qui disent pas on est parfait, mais qui disent juste, en fait, faisons comme ça, parce que déjà, au moins, on parlera tous le même langage, et c'est hyper important. Et si tout ça, ça se passe bien, ça permet de convertir ces tonnes de CO2 en dividendes. 1 tonne, un dividende, qui sont émis. Donc c'est symbolique, c'est pas de l'argent, mais ensuite, tu les distribues à tes financeurs au prorata de leur part du financement. Et en fait, c'est le miroir d'un dividende financier parce qu'un dividende financier, certes, c'est du cash, mais c'est aussi une preuve de création de valeur économique. Si tu fais pas de marge et d'argent, tu distribues pas de dividende, a priori. Bah là, c'est plutôt cette deuxième partie. C'est une preuve de cette création de valeur. Donc de permettre à des investisseurs de valoriser leurs investissements, entre guillemets, responsables, ou tout du moins qui contribuent en gros, à une réduction des exactement. émissions de CO2. Un dividende climat, c'est à la fois premier intérêt, c'est une mesure standardisée, fiable de cette contribution climatique positive. Il faut qu'on sache de quoi on parle. Si la notion d'EBITDA n'existe pas, bah, on parle pas de la rentabilité. On ne sait pas comment parler de la rentabilité des entreprises, tu vois. Donc il faut déjà créer ce vocabulaire unifié et standardisé. Et la deuxième, c'est que ça crée ce lien beaucoup plus tangible et valorisable entre cette création de valeur climatique et un investissement. Et donc pour un investisseur, tu vois, par exemple, aujourd'hui, on a sorti un livre blanc un peu financier sur ces sujets avec un ratio qu'on a appelé un climate ROI, un Return on Investment climatique. Et donc, c'est pour chaque euro investi, tu touches combien de climate dividend. Et ça, en fait, pour un investisseur, c'est la mesure de l'efficacité climatique de l'allocation de son capital. Et l'idée, c'est de capitaliser sur le fait que tu appelles ça un dividende climat, un climate dividend, et pas une mesure d'émissions évitées standardisée, qui est quand même un peu technique. Ça fait déjà 10 minutes que je suis en train de te l'expliquer, tu vois, pour pouvoir toucher des cercles beaucoup plus larges d'investisseurs, de financiers, et de rentrer ça dans la logique que tu aies un ROI normal et un climate ROI juste à côté, et que tu aies des ratios au fur et à mesure beaucoup plus facilement. Okay. Et notre Graal, notre objectif vraiment final, c'est que ça rentre dans les valorisations financières des entreprises. En gros, pour ça, on utilise le concept de goodwill. Alors, j'imagine qu'ici, vous savez ce que c'est, mais peut-être juste pour les auditeurs et les auditrices, si jamais. Mais tu vois, c'est un peu des actifs intangibles qui ont de la valeur. Le grand exemple, c'est la marque. Qu'on puisse survaloriser une entreprise. Pour une sorte de premium climatique. Son efficacité. Exactement. Et en fait, aujourd'hui, tu as plein de gens qui en parlent de ça, mais personne ne le paye vraiment. Et pour 2 principales raisons, c'est plutôt dans l'inverse. Ouais, exactement. On commence à avoir un peu le malus, un petit malus. On décote une valeur pour des entreprises qui ne seraient pas performantes en tant que ESG. Exactement. Il y a un peu de malus, même s'il est encore honnêtement très faible. Mais l'idée, c'est aussi de travailler un peu sur ce bonus en se disant, bah voilà, si on rend plus facile la quantification de ce bonus par la projection de dividendes climat, des multiples de dividendes climat annuels ou une sorte de DCF de dividendes climat, c'est plus facile à quantifier et donc plus facile de mettre une valeur dessus. Mais surtout, c'est plus facile d'avoir des méthodes communes entre investisseurs. Parce que le problème d'un goodwill, c'est que si tu es le seul à le payer, ça s'appelle pas un goodwill, ça s'appelle avoir surpayé un truc et avoir fait une très mauvaise opération financière. Ce qui est vraiment pas l'objectif d'un financier. Mais si tu crées un peu un langage commun et des méthodes communes, il y a des chances qu'on arrive à des valorisations similaires. Moi, je prends l'exemple tu vois, en valo de start-up, on fait des multiples d'EBITDA. Pour y arriver, il faut, que le concept d'EBITDA existe, 2, que la méthode, elle n'est pas très compliquée, mais la méthode multiple d'EBITDA existe, et ensuite, il faut qu'il y ait de la jurisprudence, entre guillemets, de quand tu as tel ou tel critère, je sais que tu peux prétendre à x3, x10, x40 de multiples d'EBITDA. Là, c'est un peu pareil. Donc toi, ce serait de dire une entreprise qui a un ROI climatique supérieur à une autre et qui distribue du climate dividend, techniquement, aurait un multiple pour les investisseurs. Alors, tu as plus deux pistes un peu de réflexion. C'est soit de travailler sur... là, on a du coup travaillé par exemple sur 3 ratios, le Climate Dividends Efficiency, où tu compares des Climate Dividends à leur bilan carbone. Donc ça, c'est vraiment l'efficacité pure carbone. Une où on compare les Climate Dividends aux revenus, pour voir aussi l'alignement entre plus je fais d'argent, plus j'ai d'impact, ou comment ça se gère, et le Climate ROI. Et donc, tu peux commencer à faire des benchmarks, en fait, de ces ratios pour savoir c'est quoi un bon ou un mauvais ratio. Et donc, quand tu as un bon ratio, ça augmente ton multiple, par exemple. Comme dans les SaaS, ton LTV sur CAC, si tu es à tel niveau de ton ARR ou je sais pas quoi, tu peux plus facilement prétendre à tel ou tel ratio. Ça, c'est la première piste. La deuxième, ça peut même être, je disais, le DCF, donc un discounted cash flow. Donc, quand tu fais des projections de cash flow, là, tu pourrais faire des projections de dividende climat auxquelles tu mettrais un prix qui serait pas... Tu pourrais pas acheter le dividende climat, mais tu pourrais le monétiser, le financiariser. Et là, du coup, de venir intégrer ça comme un goodwill en plus, que tu pondérerais ou pas. Ce sont 2 pistes qui sont possibles. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de financiarisation du dividende. C'est pas cessible. Non, pour l'instant, c'est plutôt un truc
que j'ai pas envie qu'on fasse. C'est pas un actif financier. En revanche, l'idée, c'est pour ça que je prends la métaphore du goodwill, c'est que ça donne une valeur à l'action et à l'entreprise. Quel est l'état de tes discussions et ton niveau d'optimisme sur l'avancée de ces sujets? En fait, je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il y a une trame de fond qui est vraiment réelle et qui, honnêtement, continue. Notamment en France, on est vraiment assez en avance, je trouve, sur ces sujets. En tout cas, les investisseurs se sont quand même bien emparés de façon globale du sujet. Et cette trame de fond, elle continue. En revanche, c'est sûr que là, le backlash actuel crée de l'attentisme, ralentit tout. C'est comme si, tu vois, il y avait plein de gens qui étaient rentrés sur l'autoroute, mais là, c'est l'embouteillage, quoi. On est tous passés à 30, alors que les gens roulaient à 60-70 jusqu'à là, quoi. Et qu'il faudrait, dans les faits, qu'on soit à 120, évidemment. Mais il y a quand même, les gens ne sont pas sortis de l'autoroute pour autant. Ils restent dedans, mais voilà, ils avancent, ils repriorisent. Donc, j'ai un optimisme en demi-teinte. C'est-à-dire que je pense que fondamentalement, il y a quand même des changements structurels qui sont en train de se faire. Mais effectivement, c'est vrai que là, c'est beaucoup plus lent. Et ce que je note notamment, c'est que moi, je trouve que les investisseurs, on en a plein avec lesquels on collabore. Il y a quand même un vrai intérêt de leur part pour ça, notamment parce qu'il y a une dimension valorisation positive, opportunité, nous, dans ce qu'on fait, et pas juste c'est pas bien, vous polluez. Et puis parce que même d'un point de vue pragmatique, ils se rendent compte qu'il y a quand même un certain nombre de business qui vont être à risque si ils sont pas un peu plus alignés avec le monde tel qu'il devrait être, que ce soit parce qu'il y a des risques physiques, des risques réglementaires, réputationnels, etc. Oui, donc juste d'un point de vue allocation d'investissement, voilà. Ils sont obligés de considérer. Donc il y a quand même ça qui joue. Et puis il y a la carotte que nous on propose, c'est-à-dire si demain on y arrive ensemble à changer ce paradigme de la création de valeur et à faire qu'une entreprise qui distribue des dividendes de climat, elle soit plus valorisée financièrement, tu leur permets d'aligner les deux choses. Donc ça les intéresse, mais les investisseurs, c'est des gens extrêmement grégaires. Et en vrai, avec tout le respect que je dois, avec beaucoup d'investisseurs avec lesquels je travaille, assez peu courageux, en fait, je trouve. Parce que ils attendent tous que tout le monde le fasse, tu vois. Mais c'est vraiment le truc de si on le fait tous, bien sûr. Et après... ils sont coincés, hein. Les GP te disent les LP et les LP te disent les GP, tu vois. Et les LP te parlent de leur propre LP. Donc on a ce truc de... Mais c'est la beauté du capitalisme, c'est qu'on est tous coincés dans nos trucs et c'est normal et c'est ça qui rend les choses un peu compliquées. Néanmoins, il y a quand même des mouvements qui commencent à arriver et nous, notre rôle, c'est d'arriver un peu à faire... Et c'est pour ça que c'est un jeu un peu plus compliqué que ce que j'ai eu l'habitude de faire avant. C'est un jeu d'échecs. Il faut faire avancer un peu les GP, puis un peu les LP, puis un peu le marché, puis un peu la réglementation. Et il n'y en a pas un qui va arriver et dire « all-in ». Vas-y, je fais table rase. Ça marche pas, ça. C'est pas possible. C'est trop de risques. Donc, il faut en faire avancer un petit peu. Comme ça, celui d'après se dit « bon, allez, lui, il a avancé, vas-y ». Puis du coup, un troisième. Et puis le premier, vu qu'il voit qu'il a été suivi, il se dit « ah, mais attends, peut-être que je serai le pionnier de ça ». Donc, en fait, là, ça va devenir stylé. Et donc, il faut faire monter un peu la sauce. Et par rapport à, tu vas vendre un logiciel, si ton logiciel, il est bien, que tu réponds à un besoin et que tu délivres bien, c'est compliqué, hein. Enfin, je dis vraiment pas que c'est simple. Mais il y a un moment où si t'es pas dans une... T'es censé réussir à vendre. Si tu vends pas, c'est que soit tu vends mal, soit ton produit est nul. J'ai beaucoup trop simplifié ce que je dis, mais là, il y a aussi une dimension très systémique, et de faire bouger, peut-être presque plus que comme dans une marketplace, il faut que tu aies les acheteurs et les vendeurs en même temps, et si tu n'as que des acheteurs, ça sert à rien. Enfin, tu vois, ces dimensions de vase communicant qui est fun, mais qui est sportive. Donc petit pas par petit pas, en fait. C'est un peu l'approche. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a une approche qui pourrait... Moi, depuis le début, on a une strate avec un peu deux choses. Il y a c'est d'en faire une bonne pratique de marché. Et donc là, dans ce contexte-là, on a, tu vois, fait 2 ans de phase pilote avec une 30aine de boîtes. Là, on sort ce fameux livre blanc pour rentrer dans les bonnes pratiques investisseurs. On commence à travailler avec pas mal d'investisseurs et j'ai été dure avec des investisseurs, mais on a, je sais pas, des gens comme Euraseo, par exemple, qui sont même des gros investisseurs qui collaborent déjà énormément avec nous, même des plus petits, des Serena, des Daphne, enfin, des Adem Investissement, évidemment, etc. Je vais pas faire la liste, ça n'a aucun intérêt, mais on en a quand même qui s'engagent et qui font des choses. Et l'idée, c'est de faire monter ça en bonne pratique marché. Donc, qui valorisent déjà, qui communiquent sur leur dividendes. Qui communiquent, voilà. Mais pour l'instant, sur les premières années, ils ont testé sur 1-2 boîtes. Là, on est en train d'essayer d'avoir des approches plus par portefeuille, vraiment par fonds, pour que là, ça, tu vois, on passe un cap. Et l'idée ensuite, c'est aussi de travailler sur tous les aspects réglementaires et intégration dans soit la fiscalité, soit les obligations de reporting, soit... soit un indicateur CSRD. Ça, j'aimerais beaucoup, oui. Ouais. Et là, c'est vrai que ça, sur cette dimension-là,
le contexte actuel aide pas. Enfin, tu vois, même à l'échelle nationale, quand tu changes de ministre de l'Environnement tous les 6 mois, pour porter un travail de plaidoyer qui dure, c'est pas compliqué, c'est très compliqué, quoi. Voilà, donc je sais pas si c'est une note très optimiste à la fin, là, mais... On a fait un épisode avec Fabrice Bonifay il n'y a pas si longtemps, et c'est beaucoup plus optimiste. Fabrice c'est optimiste, et c'est bien, mais on a, tu vois, typiquement, ça me permet juste de... Tu me parles de Fabrice, et c'est un bon exemple, tu vois. Là, on bosse avec pas mal de filiales de Bouygues pour essayer de valoriser tout ce qui est en réno ou en géothermie. Enfin, il y a vraiment des choses qui se passent, et il y a vraiment... Mais je pense que, et ça c'est le cas sûrement de beaucoup d'entrepreneurs, moi j'ai quand même un tempérament un peu d'action, j'aime bien quand les choses avancent vite. Et là on a pris un coup de frein. Mais ça avance quand même. Donc c'est pas un mur. En entrepreneuriat, il faut savoir, tu prends un mur, bon bah c'est... Soit tu trouves comment défoncer le mur ou passer à côté, soit t'arrêtes, parce qu'il faut pas non plus taper dans un mur. Là on n'est pas sur un mur, mais c'est presque le prix... Le principe d'aujourd'hui, ces sujets climatiques, c'est on avance trop doucement, mais on avance. Et donc, tu vois, t'as tout le temps envie de te dire, mais lâchez le frein à main, quoi. Comment est-ce que, entre guillemets, on peut aider pour contribuer à faire en sorte qu'effectivement plus d'entreprises s'y mettent c'est un enjeu d'écosystème. Le besoin aujourd'hui, c'est quoi? Le besoin aujourd'hui, c'est cette mise à l'échelle. C'est qu'il y ait plus d'entreprises. C'est qu'il y ait plus d'entreprises et plus de fonds. Et donc, ça, pour le coup, c'est très, très classique. C'est de scale. Et donc, nous, c'est que tous les entreprises qui aujourd'hui font des solutions climatiques rentrent dans la démarche. C'est que tous les fonds qui veulent investir. Des concurrents. Impact. Non, c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a des concurrents Il n'y a pas des concurrents exactement comme tu l'entendrais. Quelqu'un qui a une autre méthodologie. Mais en revanche, en fait, il y a un positionnement dans l'écosystème. En gros, nous, aujourd'hui, on est là pour être un sorte de filtre standardisant des méthodos et un mécanisme de valorisation auprès des financiers. Et donc, il y a pas mal de gens, et c'est plutôt positif, qui commencent à se mettre sur l'aspect développement des méthodos. Moi, au départ, je pensais qu'on n'allait pas faire de méthodos. Je pensais juste qu'on servirait de filtre. Bon, il y avait tellement rien qu'on s'y est aussi mis. Mais on collabore énormément avec d'autres gens qui les font pour aller tous dans le même sens, pour se le partager. L'objectif, c'est que les méthodos, elles soient en open source. C'est le sens de l'histoire et ça n'a pas de sens. C'est comme si les normes IFRS comptables, il fallait payer pour savoir ce qu'il fallait faire. Enfin, non, tu payes un comptable pour t'aider à les faire, tu payes un expert comptable pour les auditer, mais tu vas pas payer pour savoir quelle est la règle. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Donc là-dessus, on collabore. Il n'y a pas de compétition en tant que telle. Il peut y avoir un peu des frustrations. Tu vois, nous, il y a certaines choses qu'on poussait dès le départ sur notamment le fait de répartir au sein de la chaîne de valeur. Quand tu es la personne qui fait la pompe à chaleur, souvent, il y a la personne qui l'a construite et la personne qui l'installe et qui fait la maintenance. Qui prend la part des émissions UT? Tout le monde dit 100%, tout le monde dit 0, ou on se la répartit? Nous, ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, sur cette répartition. Au début, les gens me disaient tous, c'est trop compliqué ça, hein. Vraiment, c'est vraiment trop compliqué, on va pas faire ça, tu vois. Et là, en fait, tout le monde s'y met, parce que c'est trop compliqué, mais c'est quand même vraiment très important. Donc, en fait, voilà. Donc, il y a quand même des petits... Voilà, il peut y avoir des confrontations, mais c'est plus de la collaboration, et ça, c'est super chouette. Ensuite, il y a nous sur ce côté filtre standardisant avec ce mécanisme d'audit, de transparence sur un registre et de valorisation. Et là, pareil, il n'y a pas de concurrent, à ma connaissance en tout cas. Et en revanche, ensuite, dans l'autre bout de la chaîne, tu as la partie régulation financière, monétisation, où là, il y a aussi d'autres gens, mais là, pareil. Tu vois, typiquement, la comptabilité écologique, les méthodes pour CARE, moi, etc. Tout ça, des c'est compléments, complémentaire. En fait, il faut vraiment voir, il y a les échelles... Il y a la grammaire et il y a le vocabulaire. Moi, je crée du vocabulaire, en fait. Si on ne peut pas parler de la contribution climatique positive et de son lien avec l'investissement, tu ne peux pas l'intégrer dans des logiques. Je suis un data point, un super data point et un mécanisme de valorisation. Mais ensuite, il a vocation à être mis dans la CSRD, dans CARE peut-être, mais il faut permettre de rendre ça valorisable. C'est une chose de dire on veut regarder plusieurs trucs, mais si tu ne sais pas le mesurer, si tu ne sais pas le valoriser, c'est comme la taxonomie européenne. C'est une sorte de mapping des entreprises, est-ce qu'elles sont vertes ou pas. C'est de dire est-ce que les entreprises sont rentables ou pas. Oui, non. Mais c'est pas la même chose d'être rentable à 20%, à 40%, comment tu le pilotes, comment tu le relis. Nous, on est à ce niveau-là. Donc, c'est extrêmement complémentaire. Qu'est-ce que tu veux laisser? Où est-ce que tu veux l'emmener? Quelle est ton ambition? Tu vois, à quel moment tu te diras, bon, j'ai été impactante avec Climate Dividend et entre guillemets, j'ai atteint mes objectifs? L'ambition de Dividende Climat, c'est vraiment de devenir un
un data point, un référentiel international reconnu. Et donc, ça veut dire qui est qui est dans les plus grandes réglementations, donc la CSRD, mais demain, ce que fait l'ISSB avec Emmanuel Faber, s'il faut continuer à garder cette guerre Europe-Amérique, mais bon, c'est un autre débat qu'on n'est pas obligé d'ouvrir. Et qui est aussi, tu vois, devenu idéalement aussi répandu qu'en méthode de choix et trucs que le multiple d'EBITDA. Il n'y a pas de loi, mais tout le monde fait ça. Ça, c'est vraiment l'ambition. Pour y arriver, est-ce qu'il faudra garder l'association dividendes climat ou est-ce que ça sera devenu tellement répandu qu'en fait on ne servira plus à rien? Tu vois, il n'y a pas une association des dividendes financiers. Enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Peut-être que l'autodestruction sera le but et ça me pose aucun problème là-dessus. La conséquence du succès. Voilà, exactement. Et après ça, il y a... Moi, quand j'ai créé l'asso, j'ai justement voulu que ça soit pas juste le climat. Il n'y a pas que le climat dans la vie, dans les impacts. Notre objectif, nous, c'est de rendre la performance extra-financière aussi importante que la performance financière. La suite demain, c'est aussi peut-être de faire ça sur de la biodive, sur des ressources, peut-être même sur du social. Sur le social, et donc, il y a un champ de possibles. Est-ce que... un dividende ESG, voilà, globalement, il y a plein de choses qui sont possibles, toujours dans cette démarche de valoriser la création de valeur et pas le fait de faire moins mal. Ça, par contre, c'est vraiment notre prisme. Donc, il y a un chemin. Est-ce que je serai tout le temps la bonne personne pour continuer à le porter? Sûrement pas. Et on verra. Mais c'est ça que je trouve assez chouette, notamment là, dans le fait de faire ça sous une forme associative. Je trouve que ça te délivre quand même pas mal de trucs, d'objectifs, enfin, tu vois, d'objectifs de rentabilité, d'objectifs très d'ego aussi, en fait, je me sous-paye, mais j'ai des parts, donc il faut que je la vende derrière. Enfin, ça donne quand même une certaine plus grande liberté sur les modes que tu peux le donner, et donc d'être sûr que ce que tu vas faire, c'est de maximiser l'impact à la fin. Ce sujet de l'équilibre entre le pro, le privé, tu vois, est-ce que tu te considères quelqu'un de stressé, par exemple? Globalement, je pense que je suis quelqu'un de plutôt optimiste et donc je tiens quand même assez bien la pression et je suis plutôt galvanisée par la pression que paralysée. On va dire ça en norme. Je pense que je tiens plus la pression qu'avant parce que ma première expérience m'a aussi fait énormément relativiser les choses et puis t'apprends, tu grandis, enfin... tu mûris, pour pas dire tu vieillis, quoi. Ça, je sens que ça m'a quand même aidé. Et tu vois, je sens un truc je bosse toujours beaucoup, etc. Mais je pars en week-end. Juste avant, c'est le stress de je veux finir des trucs. J'ai fermé mon ordi. Au bout d'une demi-heure, j'ai déconnecté, c'est fini. T'arrives à couper? Ouais. J'arrive à couper sans aucun problème. T'y arrivais pas avant? J'arrivais beaucoup moins. J'arrivais pas à décharger mon cerveau comme ça, quoi. Maintenant, quand je suis en vacances, quand je suis en montagne, quand je suis quelque part, j'y pense plus, quoi. Je reviens le lundi matin, en 5 minutes, je suis redans, il n'y a aucun problème, mais je coupe. Et ça, pour moi, en tout cas, c'est ma manière d'arriver à beaucoup mieux tenir le sujet. En revanche, ce que je trouve plus dur sur le sujet actuel, c'est que c'est quand même lié à un truc qui me tient à cœur très personnellement et sociétalement. Enfin, en restant très humble, c'est pas les dividendes climat qui vont résoudre tous les sujets qu'on a aujourd'hui. Il y en a beaucoup trop et c'est beaucoup trop gros. En revanche, notre objectif avec ça, c'est quand même de se dire il y a une petite chance qu'on contribue à essayer d'aider à réorienter les financements et donc à aider à décarboner et donc à aider un petit peu quand même tout ce bazar ambiant. Et donc, comme je suis très consciente de l'urgence climatique et c'est quelque chose qui m'affecte quand même pas mal, et que j'ai l'impression de faire quelque chose qui va dans ce sens pour lutter, à la fois ça m'aligne et ça me donne beaucoup plus de sérénité. Je suis beaucoup moins éco-anxieuse, par exemple, que j'ai pu l'être peut-être quand j'étais plus jeune, quand je faisais rien pour. Et en revanche, ça fait un truc en fait, je le fais pas juste pour gagner plus de thunes et avoir une licence de plus vendue. Je le fais parce qu'il y a un vrai sens et une vraie urgence. Et donc ça te remet un peu plus de pression. Où est-ce que tu vas chercher l'inspiration? J'ai un peu évolué là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une époque où je lisais beaucoup de livres, beaucoup d'essais sur... tu vois, Frédéric Laloux, on en a parlé. J'ai lu un bouquin sur le recrutement, moi, qui m'a marqué à l'époque, qui s'appelle The A Method for Hiring. Alors, c'est vraiment un bon bouquin de ricain, mais qui t'explique comment bien recruter, que j'ai honnêtement trouvé vraiment très intéressant. Enfin, j'écoutais pas mal de podcasts sur les entrepreneurs, etc. Et là, je suis plus dans une phase où, en fait, je trouve mon énergie et mon inspiration dans des trucs pas pro. Parce qu'en fait, quand tu bosses 10 heures par jour sur ces sujets, si en plus tu te les reprends le soir, le week-end, le machin, moi, je tourne en boucle, quoi. Et donc, c'est effectivement du sport, de la montagne, beaucoup de lecture. Moi, j'adore lire des romans. En fait, je trouve que ça te redonne aussi une légèreté, une énergie qui est autre et dont, en fait,
qui me donne de l'énergie derrière pour aller le mettre. Je danse pas mal. Et puis, moi, je suis assez engagée tu vois, sur des sujets sociétaux, de se sentir part aussi d'autres communautés, de sentir que ça soit... d'être dans des projets, par exemple, je fais partie des fondatrices de la Climate House. Tu vois, ça c'est quand même un peu pro, mais c'est complètement un autre prisme. Ou d'aller faire des trucs, je sais pas, d'engagements sociétaux différents. Moi, ça me donne beaucoup d'énergie parce que tu vois d'autres gens qui font d'autres choses, que ce soit de l'entrepreneuriat ou pas. Et tu vois les parallèles et ça te redonne une énergie un peu plus légère, un peu plus fraîche que... Et en ce moment, c'est plus ça, moi, dont j'ai besoin que de relire. Bon, là, tu vois, je dis ça, mais dans mon truc, j'ai un bouquin qu'un collègue m'a passé qui s'appelle « Comment les économistes réchauffent la planète », que je n'ai pas encore lu. Donc là, j'essaye peut-être de me remettre un peu à lire des choses. Mais voilà, c'est plutôt une histoire d'équilibre. Une façon de s'ouvrir sur d'autres domaines, pas rester uniquement sur... Ouais, là par exemple, tu vois, on est financé par la fondation Raise Sherpa et c'est un programme super chouette où ils financent des assos pour essayer de les mettre d'aider aussi le lien entre la tech et les assos. Et ça, par contre, j'aime beaucoup. Enfin, pas par contre, mais j'aime beaucoup parce que c'est avec des assos qui n'ont rien à voir. Tu vois, il y a, je sais pas, J'accueille de Singa, donc pour l'accueil des réfugiés. Il y a des assos pour l'entrepreneuriat dans les quartiers. Enfin, tu as plein de choses et on partage des problématiques qui vont être intéressantes, mais avec des prismes complètement différents. Et ça me fait du bien, en fait, de sortir peut-être d'un écosystème très climat pur. Merci beaucoup, Laura, d'avoir pris le temps. Je te souhaite le meilleur et beaucoup de succès. Et si on peut aider nous-mêmes, n'hésite surtout pas. Avec grand plaisir. À ceux qui nous écoutent également. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Salut Laura, merci. Salut, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.